Bienvenue sur Top Actu Local, votre nouveau média qui est au cœur des territoires et qui raconte l'actualité de ce qui se passe au plus proche de chez vous. Nouveau média 360 degrés puisque nous sommes présents sur Internet, sur les réseaux sociaux, en podcast ou encore à la télévision. Un média qui a été lancé ce mercredi 8 octobre. À l'Université des mairies de l'Ouest parisien. Un nouveau plateau avec deux sénatrices des Yvelines. Sophie Primas, bonjour. Bonjour. Sénatrice et ancienne ministre, d'abord en charge du commerce extérieur et des Français de l'étranger et ensuite porte-parole du gouvernement. On va y revenir bien évidemment. Et avec nous aussi Marta de Cidrac, bonjour. Bonjour. Marta de Cidrac est plutôt spécialisée sur les sujets d'économie circulaire, d'aménagement du territoire. Aménagement du territoire aussi, c'est votre commission, je crois, au Sénat, de sénatrices LR. Et forcément, on va parler un peu quand même de la crise politique actuelle, crise politique historique, avec la démission de Sébastien Lecornu en début de semaine, après avoir annoncé un gouvernement qui n'a pas tenu, qui a tenu environ 14 heures. En tant que sénatrice, Marta de Cidrac, comment on réagit par rapport à ça et qui plus est, sénatrice LR? Alors, je vais commencer par votre première question. Comment on réagit quand on est sénateur? Écoutez, on est un petit peu triste de voir la situation actuelle telle que les choses se profilent, telles que les choses se sont passées ces derniers jours, parce qu'un Parlement, nous sommes mandatés au Parlement et au Sénat particulièrement, nous sommes jour de congrès des maires des Yvelines pour représenter les territoires. Et les territoires ont encore beaucoup de choses à dire, les territoires ont des dossiers à faire avancer, les territoires ont besoin d'être accompagnés. Et tant que le Parlement et la session ne peuvent pas reprendre parce que nous sommes dans cette situation politique un peu particulière, quand on est sénateur et qu'on a envie de se replonger dans ces dossiers, c'est un tout petit peu embêtant. Je vais le dire comme ça. Sophie Primas, quand vous avez vu certains de vos anciens collègues être reconduits dans leurs fonctions dans le gouvernement Sébastien Lecornu, qui, comme je le disais, a tenu moins de 24 heures, c'était un soulagement de voir que les LR étaient là et puis finalement il y a eu une déception ensuite, peut-être avec la nomination de Bruno Le Maire? Alors d'abord, je voudrais vous féliciter pour le lancement de ce nouveau média et vous souhaiter bonne chance et bonne route pour la suite, car c'est très important d'être aussi une information au cœur des territoires. Donc bravo, bonne chance et bonne route à votre média. Alors pour répondre à votre question, cette semaine est folle. Un nouveau Premier ministre, un nouveau début de gouvernement. Et je pense que là, peut-être, Sébastien Lecornu aurait dû nommer l'ensemble de son gouvernement et pas seulement les premiers noms et les premiers ministres de plein exercice. Ça aurait peut-être donné une image un peu plus large de l'unité qu'il voulait donner à son gouvernement. C'est fait. Mais aujourd'hui, une crise politique qui est évidemment dommageable pour notre pays et j'allais dire que les destinées personnelles sont peu de choses par rapport à ce que notre engagement, Marta de Cidrac, moi-même, le président Larcher, les sénateurs, quel que soit d'ailleurs leur parti politique et l'ensemble des parlementaires pour notre pays. Et donc il y a une urgence à ce que le président de la République trouve une solution, propose aux Français une solution et que nous votions un budget, car c'est des répercussions évidemment très importantes pour les maires, les collectivités territoriales. Finalement, la stabilité institutionnelle aujourd'hui, elle est dans votre chambre, elle est au Sénat en fait. Absolument, absolument. Et d'ailleurs, même si la session n'a pas repris, vous savez bien que le Sénat continue de travailler sur un certain nombre de sujets. Le président Larcher l'a rappelé ce matin, le budget a déjà été travaillé au Sénat, que ce soit sur le volet sécurité sociale ou que ce soit sur le budget de l'État en tant que tel. Donc de toute façon, le travail continue, mais à un moment donné, il va falloir aussi le mettre en débat et pouvoir le voter. Et ça, évidemment, c'est le sujet qui vient d'être évoqué par Madame Sophie Primas. Et ça, c'est, je dirais, le nerf de la guerre en ce moment pour notre pays. Justement, par rapport à ce sujet... Si je peux me permettre, vous avez raison. Le seul acteur solide aujourd'hui du Parlement, c'est bien sûr le Sénat. Ça tient la République. Et vous savez quel est le rôle singulier du président du Sénat. Et le deuxième acteur qui tient l'ensemble du pays, ce sont les élus locaux. Et c'est ce maillage territorial qui est important et qui fait aujourd'hui la confiance des Français. La dernière confiance envers des politiques, c'est vers leur politique de proximité, c'est vers les maires. C'est pour ça que ces universités sont extrêmement importantes. J'aimerais revenir sur ce que vient de dire Marta de Cidrac par rapport au budget.
Vous êtes une spécialiste de ces sujets puisque avant vos fonctions gouvernementales, vous étiez à la commission des affaires économiques, alors qui est distincte des finances publiques, mais forcément c'est lié quand même puisque le budget a un impact économique. Quel regard vous avez aujourd'hui? Si on n'a pas de budget d'ici à la fin de l'année, qu'est-ce qui peut se passer? Écoutez, d'abord, on voit une rétractation très forte de l'activité économique d'une façon générale. Les chefs d'entreprise, vous entendez par exemple le MEDEF ou la CGPME vous dire en fait que l'activité est en train de se resserrer. Les chefs d'entreprise n'osent plus investir, les chefs d'entreprise n'osent plus embaucher, ils n'osent plus innover. Donc on a une rétractation, une retenue de l'activité économique. Vous ajoutez là-dessus une crise dont on parle peu mais qui est majeure, qui est la mutation du commerce et qui aujourd'hui touche des milliers de commerçants et partout sur les territoires et qui est vraiment quelque chose qu'il faut soutenir. Mon ancienne collègue Véronique Louwagie était totalement engagée dans cette bataille-là. Et puis on aura des impacts pour les collectivités territoriales puisque pas de budget au 1er janvier de l'année prochaine ou au 31 décembre de cette année. Ça veut dire des dotations pour les collectivités territoriales qui seront gelées en attente d'un budget. Et c'est donc, vous savez que les investissements des collectivités territoriales, c'est 70% de l'investissement public. Et donc, évidemment, des inquiétudes aussi pour ce secteur d'activité. J'aimerais revenir, parce que vous étiez dans les coulisses à ce moment-là. Quand le gouvernement Barnier a été censuré, on était début décembre, il n'y avait toujours pas de budget, puisqu'il avait été censuré à ce moment-là. Il n'y avait pas de budget, il y avait une urgence. Et vous avez été à l'initiative ensuite dans le gouvernement de François Bayrou, puisque vous étiez porte-parole, et vous avez fait la loi spéciale. Est-ce qu'aujourd'hui, dans la situation économique, dans les enjeux actuels par rapport aux enjeux aussi internationaux, est-ce qu'on peut se permettre aujourd'hui d'avoir une loi spéciale qui soit votée d'ici à la fin du 31 décembre? Alors je ne désespère pas. Je ne désespère pas parce que grâce au Sénat qui travaille beaucoup, son rapporteur général avec l'ensemble des commissaires des finances au Sénat, un budget est prêt au Sénat, prêt à être repris et présenté à l'Assemblée nationale par un futur gouvernement dès la semaine prochaine. Il est encore temps, et en travaillant les samedis, les dimanches, et c'est la moindre des choses, de pouvoir adopter un budget dans les termes constitutionnels et avant le 31 décembre. Si nous loupons cette étape-là, si nous n'arrivons pas à obtenir, alors il faudra voter une loi spéciale qui nous permettra d'engager des dépenses de l'État à hauteur d'un 12e à partir du mois de janvier de l'année prochaine. Mais ça, c'est pas bon du tout pour l'économie, puisque ça bride en fait les dépenses de l'État et c'est pas bon du tout pour l'économie. L'année dernière, ça nous avait coûté entre 12 et 15 milliards. Cette année, ça serait beaucoup plus que ça. Par rapport à la stabilité institutionnelle dont je parlais au Sénat, nos téléspectateurs et même le public ici présent à l'UMOP le voient au quotidien. À l'Assemblée nationale, c'est un brouhaha. Les partis politiques qui n'arrivent pas à se mettre d'accord. Comment ça se passe au Sénat? Parce que oui, il y a une majorité qui est détenue par les Républicains, mais je suppose que vous parlez avec les autres formations politiques. Alors, majorité sénatoriale est composée en réalité, bien sûr, des Républicains comme vous l'avez cité, mais aussi des centristes et d'autres sénateurs aussi qui sont agrégés dans cette majorité sénatoriale. Donc, l'UDI notamment. Bien sûr, tout à fait. Donc tout ça pour dire qu'en fait, nous sommes un certain nombre de sénateurs, effectivement, aujourd'hui, avec lesquels... qui arrivons à trouver entre nous des accords pour faire avancer un certain nombre de textes. Le budget, je ne reviens pas, cela a été amplement expliqué par Sophie Primas, mais sur d'autres sujets qui peuvent être très structurants pour le pays et pour lesquels il est fondamental, justement, que l'on puisse trouver des accords. Nous ne sommes pas tout à fait dans la même chambre qu'à l'Assemblée nationale, vous l'avez observé, le Sénat avance, le Sénat attend tout simplement que l'on puisse de nouveau être en session pour pouvoir amorcer tous ces travaux qui attendent et sur lesquels les sénateurs ont déjà commencé à travailler en fait. On n'attend pas qu'une session s'ouvre officiellement pour avancer sur tel ou tel sujet. Sophie Primas ? Oui, je voudrais juste dire et louer le modèle politique du Sénat. Bien sûr, il nous arrive de nous tromper, de changer, d'évaluer, de modifier. Mais au Sénat, en gros, il y a une droite, un centre, une gauche. C'est très simple. Nous ne sommes pas d'accord sur tout, mais souvent nous sommes d'accord sur l'essentiel et nous trouverons les chemins pour avancer et faire avancer le pays. Et donc ce modèle politique-là,
qui a été décrié, qui a été dépassé, soi-disant, en fait est un modèle vertueux parce qu'il permet l'expression de différences politiques, mais il permet aussi de se parler dans le respect de nos différences et de là où on est d'accord et de faire avancer le pays là où on est d'accord. Est-ce que vous êtes, je posais la question tout à l'heure à Gérard Larcher, qui est très attaché à la Constitution de la Ve République, au modèle gaulliste du régime politique français. Est-ce que vous croyez qu'on peut basculer dans un régime parlementaire par rapport à l'expérience que vous avez au Sénat, puisque vous arrivez à trouver des compromis, à parler entre partis? Est-ce que la France est capable de basculer vers ce régime parlementaire, un régime de compromis à l'image de ce qui se passe chez nos voisins allemands ou italiens? Alors là, aujourd'hui, je suis incapable de vous répondre de manière précise. C'est compliqué. C'est compliqué. Je n'ai pas envie de vous dire non, mais je ne peux pas vous dire oui non plus, parce que la situation, elle a déjà été amplement décrite, amplement, comment pourrais-je dire, perçue comme difficile en ce moment-là. Et donc, je ne pense pas que nous soyons prêts et mûrs pour basculer vers ce que vous décrivez comme un régime parlementaire avec des alliances, avec des... Je crois que nous ne sommes pas là, malheureusement, encore. On a vu qu'on a essayé de le faire. Nous, au Sénat, on sait travailler comme ça, c'est vrai. Malheureusement, ce modèle-là est encore difficilement duplicable plus amplement et plus largement dans la situation politique dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Pourtant, alors les mécanismes institutionnels de la Constitution devaient empêcher ce phénomène-là. Et finalement, c'est la tripartition, j'ai envie de dire, de la vie politique française qui contraint à basculer vers ce régime. Alors, oui, on ne va pas basculer, mais est-ce qu'on n'est pas néanmoins contraint de tendre vers ça? Alors, moi, comme parlementaire, je ne vais jamais me plaindre que le Parlement a des pouvoirs. Mais je suis très attachée à la Constitution et à la Ve République. Et je suis très attachée à son modèle d'origine. Et je pense qu'il y a eu quelques décisions politiques, je ne vais pas dire populistes, mais en tout cas qui étaient très bien accueillies par la population sans en voir forcément les conséquences à long terme. Vous pensez à quoi ? Légèrement abîmé notre Constitution et sa solidité. Vous pensez à quoi ? Je pense par exemple au quinquennat, voyez, qui maintenant permet au président de la République d'avoir un Premier ministre et une Assemblée, devait permettre jusqu'à présent, et jusqu'à 2017 et 2022, un président de la République d'avoir un Premier ministre qui lui était fidèle et loyal et du même avis politique, et une Assemblée avec une majorité. Mais quand on était au septennat, le président n'était pas le président d'un parti. Il était président de la France et de tous les Français. Et il avait un rendez-vous, pas en milieu comme aux États-Unis avec les midterms, mais il avait un rendez-vous avec la politique et avec les Français, avec des élections législatives qui arrivaient pendant son mandat. Et ainsi, les compétences entre le président de la République et le Parlement et le gouvernement géré par le Premier ministre était clair. Ça l'est beaucoup moins qu'un quinquennat. Je pense aussi au non-cumul des mandats qui ont empêché l'incarnation du Parlement auprès des Français au plus proche. Quand vous aviez votre maire qui était député, vous saviez aller le trouver pour l'engueuler. Aujourd'hui, par sa tenue, par ce qu'il pensait, vous pouviez discuter avec lui de son avis. Aujourd'hui, c'est beaucoup moins facile, et le Parlement n'est pas incarné territorialement, et il manque une incarnation territoriale à l'Assemblée nationale. C'est très dommage. Ouais, à l'Assemblée nationale, au niveau du Sénat, il est incarné territorialement puisque vous êtes élu par les élus locaux. Finalement. Voilà, absolument. Oui, si ce n'est que, si je peux me permettre de rajouter quelque chose par rapport à votre dernière remarque, un Parlement aujourd'hui en France est constitué du Sénat et de l'Assemblée nationale. Donc, si vous déconnectez une partie de notre Parlement, à savoir l'Assemblée nationale, de ce que sont les territoires, à un moment donné, on vit ce qu'on est en train de vivre. Et ça, je crois que ça a été très bien démontré et expliqué par Sophie Primas. Il manquerait plus que la proportionnelle. Et là c'est le pompon. Proportionnel et potentiellement, pour revenir à ce qui se passe à l'heure actuelle, Sébastien Lecornu fait des consultations des différents partis politiques. Il doit rendre une copie ce soir au président de la République au Palais de l'Élysée, et le président de la République qui tirera les conclusions de ces consultations avec potentiellement la dissolution qui n'est pas écartée, puisque Yaël Braun-Pivet évoquait ce matin même dans une interview que lors de l'échange qu'elle a eu avec le président de la République, la dissolution était mise sur la table. Est-ce que vous la craignez toutes les deux, la dissolution? Moi, ce que je crains, c'est l'usure des députés, l'usure des Français qui ne comprennent plus rien, la dégradation de l'image de l'Assemblée nationale. Ce que je crains aussi, c'est des élections législatives
qui peut-être ne donneront toujours pas de majorité. Parce que, comme vous l'avez dit, avec le tripartisme, on ne sait pas ce qui nous attend. On voit bien qu'il y a des blocs qui peuvent progresser, d'autres qui peuvent régresser. Mais y aura-t-il une majorité? Et s'il n'y a pas de majorité, que nous nous retrouvons dans quelques semaines dans la même situation, alors le président de la République sera très exposé. Et je ne suis pas non plus favorable à une baisse de force de la fonction présidentielle. Et si jamais le président est très exposé, qu'il en venait à prendre une décision définitive, démission par exemple, eh bien nous ne pourrions pas revoter pour une Assemblée nationale avant 1 an. Donc tout ça est très complexe, tout ça est très technique et tout ça nous appelle tous à la responsabilité commune de devoir trouver une solution ensemble pour voter ce budget. Marta de Cidrac sur la dissolution et potentielle démission qui a été demandée notamment par Édouard Philippe. Bien sûr, cela a été très bien rappelé. Moi, ma crainte, c'est effectivement que nous ne retrouvions pas en réalité une majorité au sein de l'Assemblée nationale et cela voudra dire qu'on aura perdu beaucoup de temps avec toutes les conséquences que cela entraîne. Ça a déjà été, je ne vais pas revenir sur tout ce qui vient d'être rappelé. Oui, ma crainte est là. Ma crainte est là, c'est qu'on perd déjà beaucoup de temps depuis tout ce que l'on vit ces derniers jours. On perd beaucoup de temps et une dissolution dans le contexte actuel ne nous garantit absolument pas d'avoir une majorité, quelle qu'elle soit d'ailleurs, quelle qu'elle soit, à l'Assemblée nationale. Avant de conclure cette émission sur Top Actu Local, votre nouveau média qui est au cœur des territoires, 2 questions plus personnelles. D'abord avec vous, Sophie Primas, donc je le disais, ancienne ministre, d'abord dans le gouvernement Barnier qui a été censuré début décembre, et puis ensuite vous avez été renommée porte-parole du gouvernement de François Bayrou. Je le rappelle, vous avez été élu local au début. C'est comme ça que votre engagement politique a commencé. C'est élu local, conseillère municipale, maire d'Aubergenville. Ensuite, vous avez été suppléante du député Henri Cuq. Et puis, vous avez succédé ensuite, sénatrice ensuite. Qu'est-ce que vous retenez et en quoi cette expérience politique du terrain, puisque vous l'avez dit, notre média Top Actu Local est au cœur des territoires. En quoi votre expérience au cœur des territoires vous a servi et est-ce qu'elle vous a servi? Est-ce que vous avez eu la capacité d'exprimer cette expérience à travers vos fonctions gouvernementales? Oui, naturellement. Parce que lorsque j'étais à l'étranger pour essayer de négocier avec la Chine pour le cognac, avec les États-Unis pour d'autres sujets. Lorsque j'étais porte-parole, et j'aimais beaucoup dire que j'étais une porte-parole à l'envers, j'ai appliqué mes connaissances locales pour aller voir partout sur les territoires les Français, les élus, les forces vives, les industriels, et pour les écouter. Et je crois modestement que c'est ce que j'ai appris en tant qu'élu local m'a servi à être crédible auprès d'eux. Ils avaient vraiment l'impression d'avoir en face d'eux quelqu'un qui comprenait ce qu'ils disaient, qui était attentive à leurs problématiques locales. Il me semble qu'en cela, c'était important. Mais je veux dire que de servir la République, y compris dans des moments extrêmement difficiles comme cela, c'est un moment unique dans une vie. Et quelles qu'en soient les difficultés, ça a été un grand honneur pour moi de pouvoir servir mon pays. Marta de Cidrac, Sophie Primas était une bonne ministre ou pas? Excellente. Excellente. C'était pas la question personnelle. La question personnelle pour vous, c'est par rapport à la loi AGEC. Alors on s'en souvient peut-être pas, la loi AGEC, c'est la loi anti-gaspillage pour une économie circulaire qui a été votée le 10 février 2020, c'est il y a bien longtemps. Mais pourtant, vous continuez à travailler dessus parce que vous avez rendu un rapport d'information au Sénat le 25 juin dernier. Qu'est-ce que vous tirez comme leçon de cette loi qui devait justement développer la lutte contre le gaspillage, favoriser les démarches dans le cadre de l'économie circulaire? Mais écoutez, je vais rebondir à la fois sur ce qui a été partagé en dernier par Sophie Primas et répondre précisément à votre question. Quand on est sénateur, on est très proche des territoires. Et donc, on voit que lorsqu'on vote un texte de loi, aussi parfait soit-il à un moment donné, on a constamment ce contact avec nos territoires pour savoir qu'est-ce qui fonctionne, qu'est-ce qui ne fonctionne pas. Qu'est-ce qui mérite d'être accentué, qu'est-ce qui mérite d'être revu, voire corrigé. Il faut oser le dire. Je rappelle très simplement pour vos auditeurs et vos spectateurs, un parlementaire, c'est quoi? C'est quelqu'un qui évidemment vote la loi, mais c'est quelqu'un qui la contrôle et qui peut s'autoriser aussi, y compris quand c'est lui-même qui a porté un certain nombre de textes, de dire écoutez, cette mesure qui nous semblait excellente, février 2020, vous l'avez rappelé, avant Covid, aujourd'hui nous sommes octobre 2025, peut-être
Y a-t-il des petites choses qu'il faut revoir? Et c'est cela, en fait, véritablement le sens de cette mission d'information que j'avais demandé à la présidence et qui m'avait été accordée. Nous avons travaillé avec un de mes collègues, d'ailleurs de façon très transpartisane, puisqu'il fait partie du groupe écologiste au Sénat. Et nous avons identifié un certain nombre de sujets particulièrement stratégiques pour l'économie circulaire. Et c'était le sens du message que l'on souhaitait faire porter, évidemment en entendant et en écoutant les territoires que nous représentons, de manière à pouvoir rectifier le tir là où il mérite de l'être. Et notamment, on s'est beaucoup penché sur le volet de la gouvernance, parce que je crois qu'il y a un vrai sujet aussi de vision stratégique de ce que doit être l'économie circulaire, bien sûr pour la France, bien sûr pour l'Europe, mais aussi pour nos territoires. Et moi, je fais partie de ceux qui ont l'intime conviction que grâce à cette économie circulaire, qu'il faut percevoir non plus uniquement comme un moyen social, un moyen environnemental, mais profondément économique, comme un moyen de déploiement de nos véritables territoires sur tous ces volets éminemment importants en ce moment. Pardon, j'ai été un petit peu longue dans ma réponse, mais je crois qu'elle était importante. Elle était importante et c'est l'illustration même du travail des parlementaires au cœur des territoires qui permettent de voir un travail qui permet d'évaluer peut-être la mise en œuvre d'un texte de loi qui a été discuté. Et là, un texte de loi qui a été discuté il y a 5 ans, l'évaluation continue encore aujourd'hui pour voir si elle est bien appliquée, pour pouvoir alimenter peut-être de futures lois sur différents sujets. Là, c'est l'économie circulaire ou la lutte contre le gaspillage. Merci de nous avoir suivis. Merci à vous dans le public d'être venus. Donc, Sylvia, voilà les applaudissements pour les 2 sénatrices des Yvelines, Sophie Primas et Martha de Cidrac. Dans quelques instants, on va recevoir Valérie Pécresse, la présidente de la région Île-de-France, avec qui on va aborder forcément le sujet de la crise politique, mais aussi les sujets et le lien notamment entre les communes et la région.